Donc on est vraiment ravis de commencer avec ce roman, de commencer avec Gaia Cangioli qui est une amie et qui va assurer comme ça un petit peu le dialogue avec Francesca Maria Benvenuto et avec sa traductrice, parce que c'est quand même un travail assez extraordinaire, puisque ce beau roman qu'on a reçu, je dois dire, tu sais que c'est la première fois, Francesca Maria, qu'on reçoit depuis l'Italie un roman. Oui, mais bon, je suis française, on mélange un petit peu les deux. Que je reçois depuis l'Italie un service de presse. Parce qu'on ne reçoit pas, ici en tant que librairie, bon, on est une librairie italienne à l'étranger, d'accord, mais on ne reçoit quasiment jamais de service de presse. Enfin, c'est même pas quasiment jamais, on ne reçoit jamais de service de presse depuis l'Italie. Et là, on a reçu de Mondadori, et donc vraiment, non, c'est toi. En Hein. France. Voilà. J'ai dit, il y a des librairies en France bien, et je me rappelle et puis dévoré en un instant, de toute manière, ça il faut bien le dire, ça a été vite lu. On s'est beaucoup attaché à ce Zeno Iaccarino. Et en plus, il y a une petite fiancée qui s'appelle Natalina Marrazzo, et c'était mon nom de famille quand j'étais en Italie. Tu vois, donc, quelque part, je me suis sentie un petit peu de la famille. Donc voilà, je vais vous laisser chiacchierare. Donc je voulais naître gamin, Assai, l'amore assai, de Francesca Maria Benvenuto. Et merci d'être là. Et merci à nos amis de l'Italie en direct qui sont venus pour enregistrer donc, cette conversation. Merci. Grazie a Florence e Andrea per questo invito, grazie a Francesca Maria Benvenuto e Audrey Show. Lo diciamo subito così. Ho conosciuto Audrey come studentessa in traduzione, quindi sono particolarmente fiera di questo... Ora piange. Era previsto. Di vederla appunto oggi per questa presentazione, per questo lavoro di traduzione non semplice, quindi poi entreremo più nel dettaglio, ma ci tengo particolarmente perché i traduttori hanno un ruolo sempre più importante oggi, no? Anche appunto quando possono lavorare anche con l'autore, quindi ci parleranno Francesca Maria e Audrey del loro scambio, perché questo testo appunto ha un colore forte linguistico nel napoletano e quindi è una sfida per i traduttori. Per chi non è traduttore può sembrare una cosa banale, ma è difficile nei due sensi. Certe volte ci sono degli intraducibili, quindi chi traduce dal francese all'italiano per esempio ha difficoltà a tradurre l'argot, senza cadere appunto nei regionalismi, non si può far parlare un francese con un dialetto regionale, e al tempo stesso avere una lingua napoletana, quindi c'è una distanza tra il lettore italiano che legge e parla l'italiano standard con il testo di Zeno, con le parole di Zeno in napoletano, e questo va reso anche in francese, quindi ci racconterete qual è stata la sfida e quali sono stati gli strumenti messi in atto per arrivare a questo risultato che, come diceva appunto Florence, è straordinario, no? In francese questo testo ci ridà tutto il colore che avevamo in italiano, però come si costruisce non potendo utilizzare appunto il regionalismo, non si può far parlare Zeno che è napoletano in marsigliese o in bretone, questa, detto in soldoni, insomma è un po' tutta la riflessione. Quindi, come già ha detto Florence, Francesca, tu sei avvocato penalista e appunto questa storia è il tuo primo romanzo. Poi magari ci racconti come sei arrivata anche a pubblicarlo, e che è una storia bellissima, un romanzo che appunto è uscito prima dell'estate in Italia per Mondadori e che è uscito qualche settimana fa appunto in Francia per Liana Levi, ma è uscito anche in Germania, uscirà in Inghilterra e forse anche, vi ho detto, in Croazia fra poco, quindi è una storia bella, di grande successo, perché è un bellissimo romanzo. Quindi vi dico rapidamente la cornice di questo libro, cosa scoprirete leggendolo. Siamo nella prigione minorile di Nisida, quindi appunto questo isolotto vulcanico piccolissimo che fa parte del comune di Napoli, è collegato alla costa di Posillipo da un ponte. Quindi il protagonista è Zeno e è appunto stato arrestato e quindi sta scontando la sua pena,
E quello che leggerete appunto nel libro alla prima persona è quello che lui scrive, perché ha fatto un accordo con una delle professoresse che c'è all'interno di questo istituto penitenziario minorile, che è la professoressa di letteratura italiana. L'accordo è: scrivi la tua vita, raccontami di te. E lui appunto ha delle reticenze perché dice: non sono scrittore, la mia vita forse non è così interessante, non ho gli strumenti anche, e poi anche quello che deve raccontare forse non ha voglia di raccontarlo. In cambio ti farò avere un permesso per uscire per Natale e quindi poter rincontrare tua madre. Quindi Zeno inizia un po' a fatica a raccontare quello che è il suo passato, quindi fa spesso anche dei salti tra il racconto della vita all'interno di questo carcere minorile, quindi scopriamo anche chi sono gli altri codetenuti insieme a Zeno, quindi sono tutti minorenni che hanno paura anche di crescere, perché quando diventeranno maggiorenni andranno altrove. Quindi per quanto sia difficile vivere a Nisida, ma andare in un carcere per adulti è tutta un'altra storia, quindi qualcuno appunto non ce la farà. E poi appunto ci racconta di cos'era la sua vita anche fuori, quindi questa famiglia, di queste umili origini, il padre che è stato arrestato, anche lui, e la madre che ha iniziato a prostituirsi per sovvenire ai bisogni dei suoi figli, perché Zeno ha anche una sorella, e come lui ha iniziato a delinquere, come ha iniziato a entrare nella malavita, quindi a fare dei furti, dello spaccio, e poi fino al momento che lo ha portato, e scoprirete perché è finito dentro, perché possiamo dire che è per omicidio, per un omicidio, e quindi che cosa succede a Zeno dentro e fuori, e fino al giorno in cui quindi abbiamo una sorta di diario, no? Che inizia, siamo nel 1991, la storia si svolge nel 1991, quindi sono questi mesi di diario di Zeno che arrivano fino al giorno appunto di questo permesso ad uscire per incontrare la madre a Natale. Quindi questo è l'arco temporale e questa è la cornice. Ci sono molti riferimenti, anche letterari, senz'altro, già a partire dal nome. Insomma, Zeno lo dice subito, no? La mia professoressa mi ha detto che c'è uno Zeno famoso nella letteratura italiana, ed era uno Zeno che appunto parlava di sé, raccontava a uno psicanalista la sua vita, quindi in qualche modo è anche questo, no? Questo racconto. Quindi io comincerei da dove viene questo Zeno e come... Dal nome. Allora, il nome in realtà è stato casuale, come tutto il resto del resto. Quando eravamo, parto da mamma, ecco, partiamo dalle origini. Mia mamma è stata insegnante a Nisida, però era di letteratura inglese, lei insegnava inglese quando era molto giovane. E ovviamente mi ha sempre raccontato delle storie, degli aneddoti, però non mi hanno mai ispirato queste storie, perché poi ho sempre cercato, visto che era appunto il mio primo romanzo, ho sempre cercato un'idea di romanzo, e quando cerchiamo un'idea e siamo proprio alle prime armi, scriviamo di tutto, ho scritto miliardi di incipit, di storie, di scalette che a volte non significavano niente. E poi mia madre una sera a Parigi, a giugno del 2021, eravamo a cena e ha riproposto questi aneddoti, ma di cui 2 o 3 sono ovviamente anche nel libro, e lì mi ha parlato questa voce di questo personaggio, e ha parlato di un certo Zeno, che effettivamente è esistito uno Zeno a Nisida, che non era ovviamente lo Zeno nostro, però quando lei ha parlato di questi aneddoti e ha detto questo nome che è evocativo da un punto di vista effettivamente letterario, ma è strano perché a Napoli, cioè Zeno non so quanti ce ne siano a Napoli, penso che sia il santo patrono di Verona, quindi insomma proprio del nord, e quindi questa cosa mi ha parlato, e mi ha parlato proprio il personaggio. Ho scritto la prima pagina del romanzo a cena, lì sul telefonino, con un bicchiere vino rosso che non reggo, uno dei motivi per cui non l'ho accettato prima della presentazione, però è stato di ispirazione tra mia madre, la cena, il nome di Zeno e il vino rosso. Effettivamente ho scritto la prima pagina, che è rimasta più o meno quella che c'è ora nella versione italiana, ovviamente. Quindi da lì è poi partito tutto il resto.
Allora, io vorrei sentire rapidamente la voce di questo Zeno e magari Audrey ci potrebbe leggere, non so, un passaggio. Allora, Zeno alterna appunto questi racconti a lettere che scrive un po' anche su istigazione di questa prof, no? Per cui ci sono varie lettere, una è al Papa, Sì. bien che sa, perché appunto c'era ci sarebbe stato stata il Papa, questa sì. visita. Sì, nel 90 però, ecco, non nel Esatto, 91. alla fine sì, dici, sì. non è stato nel 91, Però, però sì, c'è stato, sì, sì, è infatti andato. perché lei me lo disse, perché quando cercavo un'ispirazione per continuare, ogni tanto dicevo, ma dimmi qualcos'altro, lei diceva, ma e ti devo dire, io non mi ricordo più niente, quindi alla fine disse, ah sì, una volta, dicevamo ai ragazzi, li costringemmo a scrivere una letterina al Papa, e ho detto, vabbè, perfetto, e lì è andato sempre... Esatto, poi ci sono altre lettere, una di queste è al padre, quindi il rapporto complesso che lui ha col padre appunto viene fuori da queste tante pagine che lui scrive alla professoressa, perché appunto da 5 anni lui è in prigione, quindi... Un poco meno, in realtà sì, un poco meno perché lui ha quindi un annetto e qualcosa. Il padre. No, no, scusa, il padre non lo so, pensavo Zeno, scusa, no, perdonami, sì, lui è senza il comunque vino il padre- rosso già sto Diciamo che appunto padre questa figura del papà. padre è venuta a mancare abbastanza presto nella vita di questa famiglia e quindi per lui è difficile scrivere al padre, quindi questo ci permette sia di capire un po' il personaggio, soprattutto di sentire come parla, come si esprime Zeno, perché vedrete appunto ha questi accenti anche di grande, cioè che poi sono comici un po' involontariamente anche, no? C'è lo scarto fra quello che noi leggiamo e come lui esprime certe verità. Allora, vediamo un po' Audrey come ce l'ha resa in francese. Bonsoir. On passe en français. Bon voilà, ça tombe bien, on commence à lire en français. Cher connard de papa, parce qu'il faut dire les choses et aussi les écrire. Comment tu vas? Comme tu le sais, parce que toi c'est sûr que tu le sais, moi aussi je suis en tôle, pareil que toi. Mais moi je suis un peu mieux que toi, et ça aussi tu le sais. Hier c'était ton anniversaire, et aujourd'hui je t'ai écrit une lettre pour te le souhaiter. Mais ils m'ont obligé, parce que si ça tenait qu'à moi, que des insultes je t'aurais écrit. C'est Madame Martina qui me la corrige, la professeure qui nous traite bien, et heureusement qu'elle est là. Ici c'est de la merde, tout est dégueu, la prison pue les égouts et moi le premier, parce que j'y vis depuis un bon bout de temps et qu'on peut pas prendre de douche quand on veut. L'île est isolée, parce que le bon Dieu l'a faite comme ça, mais moi, ce que je l'aurais voulu un peu plus, moins isolée. Mais ça aussi tu le sais. Toi tu sais un tas de trucs, mais au final tu sais vraiment que dalle, pas vrai? Victoria s'est mariée et ne donne plus de nouvelles. Elle a déjà des enfants. Moi je suis tonton et toi t'es grand-père, mais de toute façon tu t'en tapes. Maman, je l'ai pas vue depuis que je suis arrivée ici. Mais moi je l'aime toujours, parce que l'amour, il n'y a pas besoin de le voir. Je vais avoir la permission à Noël, et je rentre à la maison pendant 2 jours presque. Je lui passerai le bonjour de ta part, si tu veux. Mais je sais que tu veux pas parce que t'es un connard. Mais moi je le ferai quand même. Ça lui fera plaisir, c'est sûr. Et je lui ferai un gros bisou sur le front. Comme ça elle sera émue. Cher papa, je sais plus quoi te dire et ça m'a pété les couilles de t'écrire. J'ai promis de te pardonner pour tout, même si toi t'en as rien à branler. Alors, je te pardonne. Mais je veux que t'aies la chiasse au moins une fois par mois pour tout ce que tu nous as fait passer. Cher papa, prends soin de toi. Ton fils Zeno. Elle me fait rire en fait. Non, parce qu'en fait, entendre la voix de mon personnage en français, ce qui était très très difficile, c'était ça en fait, c'était saisir la voix. Donc tu parlais tout à l'heure du dialecte, donc c'est pas une question de dialecte, en fait, c'est une voix un peu particulière. Et du coup, quand on s'était rencontrés les premières fois, on avait échangé sur le sujet et j'avais dit, bah, écoute la voix en fait, invente à la limite, improvise et fait comme pas parce que moi c'est la voix de Zeno qui m'a parlé, donc c'est comme ça que j'ai écrit le roman en italien, donc mais ça me fait très, enfin je suis très émue quand même au début. oui, non mais j'étais stressée parce qu'en fait c'est ma deuxième langue, donc du coup effectivement je me suis dit bah j'espère qu'elle va faire un bon travail mais je voulais pas trop la charger, donc et après dès que je l'ai vue je me suis dit bon bah, c'est bon, elle avait saisi le truc et tout, elle m'a envoyé de temps en temps des petites parties de traduction. Et j'adorais, et après à un moment elle m'a envoyé tout, et j'ai adoré, j'ai lu tout en une soirée, et j'ai rigolé même à des choses, bah là par exemple elle me fait rire en fait, mais je dis pas que c'est comme si je l'avais pas écrit, enfin moi-même, c'est très bizarre en fait ce qui se passe, mais c'est très très beau en fait je trouve, voilà, et très émouvant pour moi. Voilà.
C'est d'entendre la voix d'Elzène en français. Oui. Et c'est ça l'idée, effectivement, quand on a un défi de traduction, c'est ce qui compte, c'est vraiment se mettre à l'écoute du texte. Et donc c'est ce que tu dis, effectivement, la voix, c'est un tout, c'est un style, c'est un personnage qu'on doit à un moment incarner, et en tant que traducteur, on doit réussir à avoir le même effet qu'on a eu. Donc il y a une lecture profonde donc, de la version originale, et après un travail pour pouvoir rendre cette même voix dans une autre langue, pour que ça fonctionne. Et donc cette émotion que tu ressens, c'est parce que la traduction a bien marché, a fonctionné. Donc alors, quel était le travail sur l'original déjà? Parce que je pense qu'il y a un moment de réflexion aussi sur peut-être des expressions, mais et surtout comment on arrive à donner cette voix. Alors je rebondis sur le mot réflexion. C'est vrai que pour cette traduction-là, il y a eu d'abord en fait, ça rejoint exactement l'expérience d'écriture de Francesca, qui a été un peu comme une espèce d'écriture automatique. Elle a dit que le personnage principal lui avait parlé, qu'elle avait écrit tout ça di getto. Et en fait, j'ai eu 2 étapes dans ma traduction. J'ai eu une première étape où c'est un peu une traduction qui est sortie toute seule, que je me suis énormément amusée à traduire. Et c'est ensuite que j'ai essayé de théoriser. Donc je me suis dit, ok, c'est super, il y avait énormément d'expressions qui me venaient, parce que je suis de Marseille, je ne sais pas si ça s'entend avec mon petit accent, mais donc des expressions du Sud qui me sont venues comme ça. Et ensuite, j'ai essayé de retrouver une cohérence et de recréer une cohérence dans l'incohérence. Parce que le texte en italien comporte des fautes d'orthographe, des fautes syntaxiques, des fautes de grammaire. Et en fait, Francesca, quand on s'est rencontrés la première fois, j'avais peur de trop... Je me demandais jusqu'où aller pour traduire un texte comme ça, jusqu'où je pouvais tordre la langue et quelle marge de liberté je pouvais m'accorder. Et en fait, elle m'a dit, t'inquiète pas, Zeno, il parle comme... Non, il écrit comme il parle. Et en fait, ça m'a débloqué complètement la deuxième partie de la traduction. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, je vais me faire confiance, je vais y aller. Et j'ai réfléchi à comment rendre l'oralité. Donc j'ai rendu ça surtout par des élisions en début de mots. Des élisions qui se voient dans le titre notamment. Donc on n'a pas écrit je voulais, on a écrit je voulais. Et voilà, donc ça a été tout un travail de trouver... ça a été un peu un jeu de funambulisme. Et je me suis dit jusqu'où vraiment je peux aller. C'est un texte que j'ai sali. J'ai vraiment... voilà, c'est sorti tout seul, la traduction. Et après, je me suis dit, ok, là, c'est un travail propre. C'est un texte qui peut ressembler à peut-être un autre texte. Et je me suis dit, non, moi, je veux pas ça. Et là, j'ai commencé à m'amuser. È possibile sentire in italiano questo brano per capire un po' la differenza, per sentire come... Caro papà, che sei cornuto perché le cose vanno dette e scritte, come stai? Come stai? Perché sono sicura che tu lo sai, io sto pure dentro al carcere, uguale a te. Ma io sono un po' meglio di te, eppure tu questo lo sai. Ieri è stato il tuo compleanno e oggi ti scrivo una lettera per augurartelo, ma mi hanno costretto, perché se era per me, io ti mandavo scritto solo male parole. Me le corregge la signora Martina, che è la professoressa, che ci tratta bene, e meno male che ci sta lei. Qua è una merda, tutto fa schifo, la prigione puzza di fogna e io per primo, perché ci vivo da un sacco di tempo e non ci possiamo fare la doccia quando ci pare a noi. L'isola è isolata, perché così l'ha fatta il Dio. Ma io la volessi un poco di meno isolata, e questo pure lo sai, ma tu sai tutte cose, ma alla fine non sai proprio niente, non è vero? Vittoria si è sposata e non si sente più, tiene già i figli, io sono zio e tu sei nonno, ma tanto te ne fotti. Mamma non la vedo da quando sono venuto qua, però io la voglio ancora bene, perché l'amore non si deve vedere. Piglio il permesso a Natale e torno a casa per 2 giorni quasi, se vuoi te la saluto. Ma so che non vuoi, perché sei cornuto, però io lo faccio comunque, a lei fa di sicuro piacere, e ci do un bacio in fronte, così si emoziona. Caro papà, non so più che dirti e mi sono abboffato le palle di scriverti, ma ci ho promesso di perdonarti per tutto, pure se a te non te ne fotte niente, quindi io ti perdono. Però ti deve venire almeno un cacatone al mese per quello che ci hai fatto passare, eh? Caro papà, stati bene.
C'est un passage qui m'a fait beaucoup rire. Donc pour vous remettre en contexte, donc il raconte en... et en fait, il raconte tout ce qui se passe, donc sa vie dans la prison pour mineurs, et il rencontre ses interactions avec différents détenus. 16 novembre 1991. J'ai enfin filé une raclée à Totor. Je vous l'avais dit, moi, que c'était juste une question de temps et qu'il fallait me faire confiance. De temps à autre, ici, on se dérouille. On se prend un coup de pied, de poing, on se crache à la gueule, on se fout des tartes et des coups de boule. Je sais que ça vous choque, madame, mais faut pas. C'est normal, ça. Nous, on se dérouille pour se sentir moins coffré et plus dehors, comme avant d'arriver ici. On se fait même mal, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour pas prendre d'autres peines, parce que les torgnoles, ça reste des délits. Et puis on jure comme des charretiers, on dit un tas de gros mots, mais jamais contre Dieu, parce que c'est pas juste, il parle pas lui, alors il peut pas répondre. Nous, on jure que sur les humains. Du coup, la semaine passée, ce pouilleux de Totor, moi je l'ai frappé bien comme il faut. C'est un malade celui-là. Alors je me suis passé l'envie. Lui, il est là parce qu'il fait les agressions sexuelles. Et ça, c'est un métier d'adulte, pas de gamin. Le directeur dit que Totor, c'est un précoce. Mais précoce de quoi? Précoce de mon cul. C'est qu'un gros crasseux celui-là. Moi, j'ai une mère et une sœur, et ce truc-là, je peux pas les accepter. Les filles, faut les respecter, quand elles veulent se faire respecter. Si par contre, elles vous donnent la permission, là, vous pouvez même leur manquer de respect, mais parce que c'est elles qui veulent. Bref, la semaine dernière, Totor a dit un truc cochon à mademoiselle Katia. Elle a les cuisses super longues, comme un gratte-ciel. Mais elle est timide à mort. À mon avis, on la force à venir ici parce qu'elle a peur de nous. À elle, tous les hommes lui foutent les jetons, même si c'est des enfants. Alors, elle est vieille fille et elle se marie pas. Du coup, l'autre jour, mademoiselle Katia a mis une jupe et elle expliquait les racines carrées. À un moment donné, Totor s'est levé de son banc et a regardé la professeure comme si lui c'était un vrai homme, un gars de 30 ans, et comme si elle, c'était la femme qu'elle est. Puis il a dit la cochonnerie. Et moi je peux pas vous l'écrire, parce que j'ai trop la chouffe. C'était une vraie cochonnerie, un truc de film pornographique que même les matons de la classe ont trouvé ça dégueu. Alors, mademoiselle Katia, qui est encore vieille, même si elle a de belles cuisses, elle est devenue rouge comme un poivron et s'est caché le visage avec les mains. Après avoir dit le truc crade, Totor s'est barré de la classe parce qu'il a compris que ça sentait le roussi. Mais les surveillants l'ont chopé et l'ont bloqué pour l'emmener chez le directeur qui devait le dézinguer et lui faire un rapport disciplinaire. Mais les rapports, ça sert à rien pour les gens comme Totor. S'en fout, lui. Même les médicaments, ça lui fait que dalle. Oggi finalmente va tutto a Totoro e io ve l'avevo detto che era solo una questione di tempo e vi dovevate fidare. Ogni tanto qui ci pigliamo ammazzate, cioè cavo, pugno, sputi in faccia, pacchera, capate. Lo so che voi vi sconvolgete, professore, ma non lo dovete, questo è normale. Noi ci pigliamo ammazzate e così ci sentiamo meno carcerati e più fuori. Come a prima di venire qua, ci facciamo pure male, ma non tanto. Quanto basta per non pigliarci altre pene, perché il mazzato so sempre reato. Bestemmiamo anche e diciamo un sacco di male parole, ma mai contro a Dio, perché non è giusto. Quello non parla e poi non ti può rispondere. Noi bestemmiamo solo contro agli umani. Comunque, l'altra settimana, quel fetuso di Totore, il ha gemenato per bene. Chi l'è malato? E mi sono tolto la soddisfazione. Lui sta qui perché fa le aggressioni sessuali e questi sono mestieri da adulti, mica da creaturi. Il direttore dice che Totore è un precoce. Ma che precoce? Chi è solo uno schifoso. Io tengo una mamma e una sorella e queste cose non le posso accettare. Le femmine si devono rispettare quando le femmine vogliono farsi rispettare. Se invece vi danno il permesso, allora ci potete pure mancare di rispetto, ma perché lo vogliono loro? Comunque l'altra settimana Totore ha detto un fatto zozzo alla professoressa Katia. Essa tiene le cosce lunghe come un grattacielo, però è timida. Secondo me la obbligano a venire qui perché ci fa paura, perché ha paura di noi. Lei si caca sotto di tutti gli uomini, pure se sono bambini, perciò è zitella e non si sposa. Comunque l'altro giorno la professoressa Katia si è messa la gonna e stava spiegando le radici quadrate. Totore a un certo punto si è alzato dal bancariello suo e ha guardato la professoressa come se lui fosse un uomo vero, uno di 30 anni, e come se lei fosse la donna che è. Poi le ha detto la schifezza:
e io non ve la posso scrivere perché mi metto troppo scorno. Era una schifezza seria, una cosa da film pornografico che pure i secondini che stanno in classe si sono schifati. Allora la signorina Katia, che è ancora zitella, pure se tiene i belli cosce, si è fatta rossa come un poporuolo e si è nascosta la faccia nelle mani. Dopo aver detto la fetenzia, Totore se n'è scappato dalla classe perché aveva capito la maleparata. Ma i sorveglianti l'hanno acchiappato e l'hanno bloccato per portarlo dal direttore, che lo doveva scannare e metterci la nota disciplinare. Ma la nota non serve a niente per la gente come a Totore, lui se ne fotte. Manco i medicinali ci fanno qualcosa. Allora io ho già approfittato. Sono uscito nel corridoio e mentre i secondini lo tenevano bello fermo, gli ho dato un calcio dentro alle palle. Lui ha urlato e ha bestemmiato tutti i morti miei. Gli altri invece mi hanno applaudito perché ero un eroe. Non sono mai stato un eroe ed è stata una bella sensazione che ve la consiglio a tutti quanti. Mi sentivo Batman, ma carcerato. Però poi è arrivato quella lota di Costantino. Mi ha pigliato per dietro, mi ha girato, mi ha dato 2 buffi in faccia. Mi è uscito il sangue dal naso. Allora è corso il direttore come un pazzo. Urlava che eravamo solo dei fetenti e niente più. Quando ha esaurito le iastemme ha chiamato il dottore. Dottore, è venuto ambressa perché il direttore lo paga in contanti. Il medico sta solo una volta a settimana a Nisida. Quello tiene lo studio a Napoli Centro, in uno stabile legale con i balconi. Quando è arrivato non ha detto niente. Ma guardate, un poco schifato. Ma ha medicato il naso, che brutto era, brutto è rimasto. Ma non è che io devo fare l'attore. Il direttore l'ha ringraziato e l'ha pagato, poi ha ringraziato Dio, ma lui non ci ha dato manco una lira. Io comunque mi ha dovuto fare 2 giorni di isolamento. Il direttore ha detto che se Totore non era pure lui delinquente, avrebbe potuto chiamare le guardie per farmi processare di nuovo e peggio di prima. Ma a me non me ne importa, perché ne valeva la pena. Ecco perché non mi avete trovato nella classe l'altra volta, professore, ci tenevo a dirvelo per iscritto. Il direttore mi ha detto che per poco non perdevo la licenza per Natale, ma io ci ho risposto che non era una cosa gratuita, che se l'era meritata e che Totore qui a Nisida non ci vogliamo vedere più perché non zuzzusa. E sapete allora che è successo alla fine? Che per evitare altri problemi Totore l'hanno mandato a Santa Maria Capoetere. E io invece resto qua e sto sul mare. E che giusto secondo voi? Finisco? Juste page du chapitre. En français, après. Voilà, ça vous a dit long de l'envie de continuer la lecture. Oui, c'est ça. Voilà. La capace. Ma chiappato moltissimo, continuavo, mi sentivo a casa. Questa è veramente una delle cifre più importanti, no? Enfin, dans une lecture, quand on arrive comme ça à être entraîné et à pas arriver à s'arrêter. Donc voilà, je pense qu'on ne pouvait pas dire mieux pour vous donner envie, je crois, de découvrir le texte. Et pour revenir effectivement à ce grand succès, parce que là ça s'annonce comme un best-seller. On est parti pour avoir plein de lecteurs ce soir, et d'en avoir plein dans d'autres pays. Alors comment toi, parce que tu fais autre chose dans la vie, voilà, tu as une carrière en tant qu'avocate pénaliste, tu nous as dit un peu d'où ça venait cette envie de te pencher sur ce sujet, donc c'est une racine personnelle, enfin, qui tient aussi à l'histoire familiale, mais comment on arrive à avoir un ouvrage publié en plusieurs pays, et arrivé chez Mondadori et chez Liana Levi en France? Bon, là aussi c'était le hasard, enfin, le hasard écrire le livre, le hasard le terminer aussi. Et après, en fait, alors moi j'ai écrit ce livre avec, enfin j'étais dans une sorte d'atelier d'écriture qui s'appelle la Scuola Omero, qui est à Rome en fait, et qui est voilà, une école très très connue en Italie. Donc j'ai commencé ce livre qui a été terminé très très vite en fait, alors que j'étais en train d'écrire autre chose. Celui-là a été terminé en quelques mois. Et donc ensuite, donc, cette école avait été contactée par l'agence, en fait, mon agent, qui faisait un peu de scouting, talent scouting. Et donc, mon agent cherchait de base, en fait, Harry Potter. Donc, cherchait des choses qui n'avaient rien à voir avec ça.
Donc, le directeur de l'école, donc, il a envoyé 4 romans, et dont le mien. Et il me l'a dit. J'ai dit, mais je comprends pas pourquoi tu l'envoies alors que ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Et il a dit, mais si, on s'affiche. Moi, je l'aime beaucoup, ce livre, on lui envoie. Et après un mois et quelques, après Noël d'ailleurs, ce qu'elle avait lu pendant les vacances de Noël, elle m'a contactée en fait par les biais de l'école. Et après, il y a eu tout le reste, quoi. Enfin, il est parti. Ça s'est enchaîné très très rapidement, et je pensais pas déjà pour être publié en Italie, parce que c'est un livre qui est écrit en dialecte, donc c'est très particulier, c'est un peu spécial, quoi. Et donc je ne pensais pas du tout. Et ensuite, quand elle m'avait appelé, les prémices avaient été les Allemands. Ça m'avait totalement choquée, parce que pour moi, déjà l'Italie, c'était impossible. Mais alors les Allemands, voilà, je me suis dit, mais comment ils vont le traduire? Et après, il y a eu les Anglais. Et alors là, je me suis dit, là, je veux la France. Et alors là, je me suis dit, si je peux vouloir alors des pays. Alors, et j'attendais vraiment. Et quand il y a eu après, effectivement, la France, j'étais ravie. J'étais vraiment ravie. Mais après, voilà, bon, c'était comme ça, c'était un peu l'histoire. Mais c'était le hasard, voilà, vraiment le hasard. De tout, parce qu'on partait d'Harry Potter, on arrivait à ça. Donc, bon, c'était un peu particulier. Et le choix du nom en français? Du titre? Oui, du titre. Alors, ça fait énormément de débat. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'un titre, enfin un livre, ça reste un objet commercial. Je voulais naître gamin. Voilà. Je voulais naître gamin. Et en italien, il s'appelait L'amore assai. En fait, je pense qu'on a fait la même, enfin on a fait un petit peu le même parcours, parce qu'en Italie, moi je suis nulle en titre, donc j'avais choisi un titre qui était juste nul, voilà. Et donc ma correctrice en Italie, Mondadori, m'a dit bon, enfin le titre est nul. Je dis moi je suis d'accord avec toi, pas de souci. Et donc en fait on a essayé de chercher un autre titre. Elle m'a dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des expressions, des phrases en fait de Zénon, ce qu'il dit, voilà. Et donc on va voir s'il y a quelque chose qui nous plaît. Et donc l'amore assai, c'était un petit peu, voilà, nous on l'a traduit un putain d'amour, ou l'amour à mort, enfin voilà. Mais effectivement, on s'est dit que c'était pas mal en fait là aussi, parce que c'est un objet commercial, donc il faut le vendre. Donc, et on a fait la même chose. En fait, on a fait un peu le même travail de recherche avec la maison d'édition française. Et on a voulu surtout mettre l'accent, comme un avertissement lecteur, sur l'étrangeté, avec déjà la présence de l'Élysion, pour montrer que voilà, c'était déjà quelque chose de singulier. Ouais. Et sur l'enfance, évidemment, ça reste un personnage... en italien, c'était le même choix, parce qu'il y a l'amore assai, donc il y a un mot en fait en italien, et assai qui est l'adjectif, alors qui n'est pas du tout un adjectif, mais bon, dans ce cas-là, c'est l'adjectif en dialecte napolitain, donc on avait choisi effectivement le mélange. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, c'est trop, oui, enfin... En fait, c'est une erreur, hein. Enfin, clairement, on ne dit pas ça en italien, on ne dit pas l'amour trop, quoi. Enfin, on dit pas ça. Donc voilà, mais on avait choisi, vu qu'en fait c'est une langue un petit peu inventée, c'est une langue un peu créole, donc on avait choisi, mais les titres, même en croate, je sais pas, mais en allemand et en anglais, et ils sont différents. Donc il n'y a pas ça, et il n'y a pas ça non plus. Donc, et ils ont choisi, alors les Anglais, ils ont choisi toujours une phrase du bouquin, mais les Allemands, bon, ils sont très poétiques, donc ils ont totalement inventé, mais apparemment c'est un truc qui est qui est normal, ouais, en Allemagne. Donc ils ont inventé un truc très poétique, qui est très très beau, voilà, mais voilà. Donc tout est différent dans les pays. Les couvertures aussi changent, tout est différent. Donc moi j'ai une question. Oui. Je voulais savoir si votre activité d'avocate vous a inspiré, il y a un réflexe de ça, ou si vous avez mis de côté, si c'est séparé. En fait, je reviens donc sur l'écriture, enfin de ce roman en particulier. C'est que j'ai fait, en fait, j'ai été vraiment guidée par l'inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai jamais eu des idées un petit peu préconçues avant, en me disant, bon, là, je vais écrire ça, j'ai ce personnage, ou là, je vais effectivement traiter du travail, ou des sanctions, de la fonction de la peine, etc. Donc, en fait, c'était lui qui me dictait, en fait, dans ma tête. Et donc, j'avais voilà, des personnages qui sont venus comme ça, ou des épisodes, en fait, qui sont nés comme ça, à tout hasard. Et le fait, il y a effectivement mes expériences personnelles et professionnelles, mais de façon totalement indirecte. C'est-à-dire que quand j'ai relu à plusieurs reprises le livre, et j'ai découvert effectivement que je parlais aussi de mon travail,
et que je parlais par exemple de la jeunesse, que je parlais voilà, de la défense des jeunes, etc. Mais ce n'était pas mon but en fait, et du coup c'était très très inconscient. Enfin c'est venu par le hasard de l'écriture. C'était un travail qui était très très beau. Moi pour moi c'était une magie, et là par exemple j'ai écrit autre chose, mais je ne sais pas si j'arriverai à refaire la même chose. Enfin j'ai un lien très très fort avec ce livre justement parce que ça m'a appris des choses de moi-même que je ne connaissais pas en fait. Et ça peut être le travail de l'écriture en général, ce qu'on appelle l'écriture automatique. Voilà, donc sûrement il y a quelque chose de mon travail dedans, mais c'était pas voulu. Voilà. C'est pas conscient. Non, c'est pas conscient. Une question pour la traductrice. C'est plus difficile de traduire un texte qui a des inflexions dialectales ou c'est la même chose qu'un texte classique? Alors, je dirais que c'est une question... Enfin, il y a une énorme part de subjectivité. Moi, j'ai vraiment découvert... Ce texte m'a énormément parlé. J'ai traduit, par exemple, ensuite un texte totalement opposé, beaucoup plus classique, avec une langue beaucoup plus classique, avec une structure beaucoup plus classique. Et j'ai eu beaucoup plus de facilité, malgré la bizarrerie de l'ouvrage, beaucoup plus de facilité à traduire celui-ci. Pour moi, c'était un peu des mots croisés. Donc je dirais pas que c'est plus facile, moins facile. Ça dépend vraiment je pense, de la sensibilité du traducteur. Je sais que j'ai parlé avec d'autres traducteurs qui m'ont dit ah non, moi le dialecte ça me gonfle, j'arrive pas, je préfère les autres langues. Et moi je leur disais ah mais non mais c'est génial. Donc je pense qu'une fois encore ça dépend vraiment des goûts et de la sensibilité de chacun. Mais le napolitain, vous parlez de dialecte, mais le napolitain c'est plus qu'un dialecte, c'est une langue le napolitain. C'était reconnu par l'UNESCO comme une langue. Oui, alors là, c'est pas écrit en napolitain, c'est Voilà. en italien. Vous l'avez dit plusieurs fois, c'est une langue, 100% une langue. Oui, bien sûr. Absolument. Et le problème, c'est qu'effectivement, si vous allez lire l'exemplaire italien, c'est pas le napolitain genre correct, parce que c'est très difficile comme langue, le napolitain, c'est très très difficile. Par exemple, je pense à Eduardo De Filippo, etc. Mais enfin, c'est très très difficile d'écrire ou parler un napolitain correct. Alors lui, bien évidemment, c'est une langue créole, donc il y aura pas le napolitain d'Eduardo De Filippo, il y aura pas le français de Victor Hugo non plus. Donc c'est le français d'italien, je sais pas, de Di Manzoni. Enfin, c'est vraiment une langue qu'il crée en fait de nulle part, et donc il y a des expressions napolitaines et il y a des expressions italiennes et tout est mélangé en fait. Donc ce n'est pas correct. Donc les personnes qui étudient les dialectes et les langues, pourraient dire bon bah c'est pas vraiment écrit en napolitain parfait. Non, c'est pas ça le but effectivement d'écrire un napolitain parfait, parce que c'est très très difficile, et donc lui en tant que gamin de 15 ans qui sait même pas écrire en italien, il pourrait pas écrire non plus un napolitain. Donc voilà, mais il y a des expressions, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'était reconnu par l'UNESCO. Et si je peux te couper, c'est ce mélange entre napolitain et italien plus standard qui fait l'accessibilité de ce livre. Et c'est une accessibilité que j'ai essayé de reproduire dans la traduction en mélangeant du français et des expressions du sud notamment. Question, je vous invite à découvrir La Voix de Zeno, et vraiment c'est incroyable la façon dont Francesca a réussi à rendre effectivement le point de vue, parce que c'est jamais un exercice facile. Donc c'est rentrer dans la tête d'un personnage qui est si loin de toi quelque part, mais effectivement qui, comme nous l'a montré sa lectrice en italien, qui vous capture, qui vous transporte complètement dans son univers, donc effectivement un univers qui peut paraître loin de nous, dans le temps, dans l'espace, dans son choix de vie, et que vous, dès la première page, donc vraiment je vous invite à le découvrir, et aussi dans cette belle traduction d'Audrey Richaud qui a fait, comme vous l'avez vu, un travail extraordinaire sur la langue pour nous rendre cette même voix, cette même, effectivement, comme disait Francesca, ce Zeno qui arrive, non? C'est un peu un personnage, je pense, dès la façon dont tu l'as décrit, un peu un personnage de Pirandello, non? Qui semble être venu frapper à ta porte en te disant s'il te plaît, pardonne-moi. Dans ma tête, sûrement, oui, voilà. C'était lui qui parlait, en fait, à un moment, c'était pas moi qui écrivais, enfin si, c'était c'était une dictée, quoi, enfin lui il parlait et moi j'écrivais. En fait, voilà, mais effectivement, oui, si on peut dire ça. Donc, effectivement, voilà, je vous invite à le découvrir dans les deux langues, et merci à vous deux pour votre travail. Merci.